C'est insensé, abandonner, oublier ce que tu as déjà fait. Ou peut-être, où je suis déjà complètement en train de rêver. C'est la série rentable. Aujourd'hui, nous avons ouvert une nouvelle voie de développement à Aeronova. C'est vous qui transportez pratiquement 99% des marchandises qui existent. Bonjour, nouveau dirigeable, je m'appelle Julia Shishkina. Aujourd'hui, nous allons enfin comprendre la structure du bureau d'études. Aeronova, qui est le supérieur de qui est le subordonné de qui et qui fait quoi en général. Nous écouterons également un des avis sur le vecteur de développement de l'entreprise dans son ensemble. Et nous poserons quelques questions supplémentaires au directeur du bureau d'études Aeronova, Boris Ivchenko. Bonjour. Bonjour. Commençons par clarifier exactement qui vous êtes réellement, et précisément dans le bureau d'études. L'entreprise a une division, un centre d'ingénierie, dirigé par Fedor Konstantinov. Le centre d'ingénierie regroupe en fait toute l'activité d'ingénierie de l'entreprise, notamment et très importante. Le centre d'ingénierie regroupe essentiellement toute l'activité d'ingénierie de l'entreprise. La comptabilité, les juristes et d'autres, c'est séparé. Mais le centre d'ingénierie est le futur pilier de l'entreprise. C'est le développement et la production de dirigeables, divers essais, à la fois en laboratoire et grandeur nature, c'est-à-dire que le cycle de création de tout objet, d'un appareil volant, y compris un dirigeable, consiste d'abord à le concevoir, à produire la documentation de conception, à calculer et à effectuer tous les calculs, par exemple pour être précis, ensuite, effectuer certains essais en laboratoire, des maquettes, des modèles, choisir finalement, disons, l'apparence et tout le reste, puis produire les plans de travail, fabriquer un prototype d'essai, le tester à la fois au sol et en vol, dans les airs, et ensuite corriger la documentation technique en fonction des résultats des essais, et après cela, on peut procéder à la certification, donner vie au dirigeable et commencer à l'exploiter de manière plus complète. Effectivement. D'accord. Et dans ce cycle, tout d'abord, c'est intéressant de savoir combien de temps cela prend et combien de personnes, ou plutôt, quelles spécialités sont impliquées. Ingénieurs, 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 ingénieurs. Pourquoi y en a-t-il autant? Ils remplissent sûrement des fonctions différentes. Quelles sont-elles? Alors, parlons du centre d'ingénierie. Dans le centre d'ingénierie, eh bien, j'ai déjà dit que nous avons actuellement concentré, en quelque sorte, le bureau d'études. Ce sont en fait les personnes qui calculent, conçoivent et finalement produisent les plans pour le dirigeable. Là-bas est également concentrée la partie production. Ce sont les personnes qui vont le fabriquer. Et il y a aussi des laboratoires qui testent partiellement certains éléments. Donc, actuellement, tout cela fait partie du centre d'ingénierie. Avec le temps, il devrait se former, comme nous le disons, un bureau d'études. Ce sont en fait les concepteurs du dirigeable. Ceux qui le conçoivent, produisent les plans, effectuent les calculs et les transmettent à la production. La production séparée, les concepteurs séparés. Et séparément, un centre d'essai ou un complexe d'essai LEAK, complexe d'essai en vol. Les testeurs seront séparés. Actuellement, tout cela est dans un format condensé. Oui, nous sommes peu nombreux. Et c'est bien ainsi, parce que tout d'abord, il n'y a pas tant de personnes qui comprennent tout cela, et il est difficile de rassembler tout le monde d'un coup. Et ce n'est pas nécessaire, parce qu'en rassemblant tout le monde, ils n'ont pas de tâches, ils ne seront pas impliqués pour le moment. Les testeurs, il n'y a encore rien à tester. Les producteurs, rien à produire non plus. Oui, certains spécialistes individuels, certaines personnes, des responsables doivent déjà apparaître, car ils doivent préparer les bancs d'essai et certaines méthodologies de test, la même chose pour la production. On ne se réveille pas le matin et tout est prêt, cela n'arrive jamais. Ils doivent apporter leurs propres ajustements nécessaires avant que l'argent ne soit dépensé pour quelque chose de concret.
Non, même eux doivent d'abord comprendre où produire, sur quel équipement. Choisir cet équipement s'il n'existe pas. S'il existe, alors il faut l'installer quelque part et acheter cet équipement. Cela aussi, certains équipements sont livrés en 6 mois, voire plus. Enfin, des machines sérieuses, de grandes machines. Donc, à ce stade, nous ne produirons pas tout nous-mêmes, mais nous placerons chez ceux qui ont déjà tout cela. Mais nous prévoyons de produire beaucoup de choses nous-mêmes avec le temps. Il est clair que nous ne produirons pas tout, nous ne chercherons pas de minerais, nous ne coulerons pas de métal, mais déjà certaines choses proches du dirigeable, surtout celles liées à l'enveloppe, car c'est une spécificité de production, et ici, on peut ne pas trouver quelqu'un qui s'en occupe, c'est pourquoi il faut développer certaines choses nous-mêmes, et d'autres en coopération avec d'autres entreprises. Parlez-nous de votre travail au bureau d'études. Donc nous comprenons maintenant clairement que vous êtes le chef du bureau d'études. Et comment comprendre qui est le supérieur de qui fait quoi, qui est responsable de quoi, ce qui est le plus important. Il y a Zubkevich, il y a Konstantinov, il y a vous. Il y a encore d'autres responsables que j'ignore. Oui, je travaille depuis plus de 40 ans dans l'aérostation et dans la construction de dirigeables. J'ai terminé l'Institut technique supérieur de Moscou, qui s'appelait alors l'École technique supérieure de Bauman. Je suis entré en doctorat, j'ai soutenu ma thèse et après cela, j'ai été invité à travailler au bureau d'études automatiques de Dolgoprudny, le DKB, comme on l'appelle. À l'époque, c'était le seul en Union soviétique à s'occuper d'aérostation. Et cette année-là, on leur a justement confié la tâche de travailler sur un dirigeable. Il s'appelait DP1, 2 DP, et ils ont travaillé dessus très longtemps. Mais finalement, ils ne l'ont jamais construit. L'Union soviétique s'est effondrée, et voilà les conséquences de cela. Mais je suis arrivé en tant que jeune spécialiste et je travaillais dans le département de calcul et de recherche scientifique. Puis, après quelques années, j'ai changé de poste. Au total, j'ai travaillé là-bas pendant 7 ans et je suis passé au département de conception où nous concevions spécifiquement le dirigeable. J'étais chef de secteur, du secteur de calcul. Après avoir quitté le bureau de conception d'automatique de Dolgoprudny en 1990, avant la dissolution soviétique, une telle entreprise a été créée, de jeunes personnes y sont allées, elles étaient actives, c'était une entreprise appelée Dirigeable Stroy URSS. C'était en quelque sorte une renaissance. Dans les années 30, il y avait une entreprise avec ce nom. Elle a été créée par une résolution du ministère de l'Industrie aéronautique et du comité central du Komsomol, et nous y sommes allés, moi y compris. Il y avait 10 personnes, nous venions juste de commencer à nous développer. Et à ce moment-là, l'effondrement de l'Union soviétique a eu lieu et nous nous sommes tournés vers une tentative d'activité commerciale. Ainsi, à cette époque-là, avant même l'effondrement, nous nous sommes déjà adressés à la France pour obtenir du tissu pour le dirigeable. Il y avait une entreprise, Resurt, et il nous proposait à tous de déménager près de Paris, prêt à organiser des entreprises, tout. Mais à l'époque, c'était effrayant au début des années 90. Peu de gens partaient quelque part. Nous avons refusé d'une certaine manière. Bien que la vie n'était pas simple dans les années 90. Eh bien, vous savez, à l'époque, cette vie compliquée ne faisait que commencer. Ce n'était encore que ses prémices. Après les années 90, des années troubles pour notre pays. Là-bas, il n'était plus question de dirigeable du tout. Eh bien, vous savez, non. Je me suis toujours occupé de dirigeables et d'aérostation. Je n'ai jamais quitté ce domaine. Je travaillais chez Aérostatique. Les premiers dirigeables ont été créés, Aérostatique 01, Aérostatique 02, où j'ai participé directement. Étant chef de département là-bas, adjoint du concepteur principal, ce sont des dirigeables monoplaces. Mais les fonds n'étaient pas alloués. L'État n'était pas du tout intéressé. À l'époque, l'État ne finançait pas.
Mais il y avait des clients privés. Nous avons participé avec Aérostatique Zéro Do dans des films artistiques, comme Le service à thé chinois, et nous volions avec de la publicité au-dessus de Moscou. À l'époque, il était plus facile de voler au-dessus de Moscou, d'obtenir une autorisation était plus simple, et nous volions. Et le dirigeable était stationné à Tushino, qui est maintenant construit, mais à l'époque c'était encore un aérodrome, et il y était basé. Et nous volions vers le VDNKH et le long de la rivière Moscou, eh bien, certains itinéraires au-dessus de Moscou étaient autorisés, et nous volions avec la publicité de diverses entreprises. C'est ainsi que nous gagnions notre vie. C'était en fait la même chose pour les films. Mais ensuite, ce sujet dans Aérostatique s'est en réalité pratiquement éteint. Le financement est devenu très mauvais. J'ai été invité au centre d'aérostation Avgur à partir de l'an 2000 et j'y ai effectivement travaillé pendant 20 ans. J'ai été invité en tant que chef du bureau d'études et je l'ai créé au centre d'aérostation Avgur. Avec le temps, ce centre est progressivement devenu l'entreprise leader en aérostation et construction de dirigeables en Russie. Environ 10 dirigeables ont été créés. Un monoplace, 2 biplaces, on peut dire environ 4, et combien 1, 2, 3, 4, 5 ou 30 des dirigeables de 10 places. Et de nombreux complexes aérostatiques importés, c'était une commande d'État. C'est-à-dire qu'à nos meilleures années, jusqu'à 300 personnes travaillaient au centre d'aérostation Avgur et nous avions un cycle complet. Nous avions la production, le développement, la production. Seulement nous avions la fabrication des enveloppes et l'assemblage général, et les tests étaient chez nous. En général, nous produisions des produits avec un succès très satisfaisant. Et où sont ces dirigeables maintenant? Eh bien, leurs ressources est épuisée, leur durée de vie. Certains se trouvent à Kirjach, dans un hangar. Il y en a 1 ou 2, et les autres sont déjà tous retirés. Eh bien, je ne sais pas, nous en avons vendu un en France, un dirigeable. Cette entreprise s'appelle Valeris. Mais même là, ce n'était pas tout à fait un dirigeable. Nous avons fourni l'enveloppe, l'empennage, le corps de la nacelle, c'était leur propre développement. Je ne sais pas, ils l'ont exploité pendant 7 ans, ils volaient autour de leur resort. Peut-être que la ressource a été épuisée, honnêtement, je ne sais pas. Et quelle durée de vie d'un dirigeable? Eh bien, vous savez, cela varie. En général, pour voler sur un appareil, cela peut durer 20-25 ans. Mais c'est à condition de remplacer certaines pièces. Avec un bon entretien, à condition d'un bon entretien? Non. Eh bien, l'entretien technique est également naturel, mais aussi le remplacement. Par exemple, il faut changer l'enveloppe. L'enveloppe dure environ 5 ans. Ensuite, il faut en réalité idéalement la changer, car elle peut ne plus bien retenir le gaz hélium, et il devient économiquement désavantageux de l'exploiter, car elle perd beaucoup de gaz. Il y a aussi d'autres éléments. Certains instruments, équipements, ont également une durée de vie déterminée, une ressource propre. Le groupe motopropulseur du moteur doit être révisé en profondeur, c'est-à-dire que chacun a sa propre durée, mais en fait, la gondole est calculée en fonction de cela. C'est une pièce métallique, pour ainsi dire, ou un composite. Elle a une durée de vie de 20-25 ans. Donc c'est vraiment bien comme ça, encore. Et arrive l'année 2020, une année mémorable, quand vous partez de là. Oui, je pars. Et en fait, j'ai travaillé dans différentes entreprises. J'étais aussi le concepteur en chef de l'entreprise là-bas. Tous les dirigeables. Et tous les dirigeables. Des dirigeables, des appareils aérostatiques et d'autres. Il y a ces ballons captifs importés. Nous travaillions aussi sur un ballon captif piloté. On l'appelait l'aérolift. Il monte à une hauteur de 150 mètres sur un câble. Il y en a. Une entreprise française s'en occupe, une entreprise britannique, dans de nombreuses capitales en Europe, et pas seulement en Europe.
Il monte à une hauteur de 150 mètres, 200. Il y a une nacelle ronde, une nacelle ballon. Elle monte sur un câble à partir d'une hauteur, les gens se promènent, regardent au-dessus de l'endroit, puis elle redescend. Dernièrement, nous avions prévu de développer quelque chose de similaire pour Jérusalem, mais avec les récents événements, tout cela a été abandonné. C'est tellement intéressant. Je demande parce que je me demande si vous n'avez jamais cessé vos activités dans le développement d'aéronefs. C'est tellement fascinant, car jusqu'à ce que Solar Group fasse sensation avec cette nouvelle, que nous prenons un nouveau projet pour le financement et que ce seront des dirigeables, tout le monde avait des yeux écarquillés, se demandant « Des dirigeables ? Pourquoi ? D'où viennent-ils » Ils semblaient simplement tomber du ciel, mais il s'avère qu'il y a parmi nous des gens qui s'en occupent sans relâche depuis des décennies. Les dirigeables ne sont jamais vraiment partis, en fait ils ont toujours été quelque part près de nous. Mais c'était tout de même des travaux ponctuels. Principalement, ce dont je m'occupais, c'était, disons, des commandes publiques. Cependant, cette direction dans le pays ne se développait pas de manière très active, mais elle se développait tout de même. Cependant, elle avançait lentement, parce qu'il n'y a pas tant de principes physiques, disons, de vol dans l'atmosphère. N'est-ce pas ? Il y a le principe aérostatique dont nous parlons. Cela utilise la force de levage ou la force d'Archimède, qui est comme le volume de liquide ou de poids déplacé. Le poids du volume de liquide ou de gaz déplacé exerce une force, agissant vers le haut, une force de poussée appelée, en réalité, force d'Archimède. Et si ce poids de ce volume est inférieur au poids de l'air, alors une force vers le haut apparaît, appelée force aérostatique. Dans l'eau, les sous-marins flottent ou les gens nagent. C'est la force d'Archimède dans l'eau et dans l'air. Il y a une force similaire. Il y a l'aérodynamique. C'est ce qui fait que les avions volent, oui. Et il y a les fusées à réaction qui volent. Eh bien, en gros, pratiquement tout, on peut mentionner quelques électromagnétiques et quelques autres encore. Mais en principe, il y a 3 types d'appareils, et s'il existe un principe physique, une loi, alors ne pas l'utiliser serait un péché. Cela nous est donné d'en haut par la nature, ces possibilités. C'est une autre affaire qu'il y a différents stades de développement de cette technologie. Parfois ils sont oubliés, parfois ils renaissent, de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies apparaissent. De nouvelles tâches. Oui, de nouvelles tâches. Cela devient économiquement rentable. Néanmoins, dans de nombreux pays, on s'en est toujours occupé, enfin au moins dans les pays développés, c'est-à-dire que c'est aussi l'Union soviétique, la Fédération de Russie, l'Europe, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Amérique et maintenant la Chine. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui s'en occupent, qui essaient d'utiliser cela. Intéressant. Et comment cette rencontre avec Solar Group s'est-elle produite? Comment en êtes-vous arrivé là? Vous ont-ils trouvé? Les avez-vous trouvés? Était-ce un appel? Une rencontre? Comment cela s'est-il passé? Il se trouve que, en fait, j'ai participé à la première rencontre où il y avait beaucoup de représentants quand Alexandre Nikolaïevitch Kirillin était encore là. C'était une présentation. C'était en septembre, n'est-ce pas? La présentation du projet de dirigeable de nouvelle génération. Comme vous le comprenez, le cercle de spécialistes dans ce domaine est assez restreint. Il voulait que je devienne, si tout cela se concrétise, son adjoint, précisément pour m'occuper des questions de calcul de certification. Il a également invité Zubkevich Vadim, Dmitri Kmel, ainsi que d'autres spécialistes. Et comme j'ai été invité, j'ai observé comment cela se passait et j'ai décidé de participer à cette entreprise. Et vous avez vraiment quitté votre précédent emploi? Oui, j'ai justement dit à tout le monde qu'en octobre 2024, je prendrais une décision sur ce que je ferais et que j'attendais diverses propositions. L'offre de Solar Group s'est avérée être la plus attrayante, disons-le ainsi, et tous les autres
À ce moment-là, soit n'ont pas fait de proposition, soit sont restés silencieux. Ou les propositions n'étaient pas aussi attrayantes. Voilà, disons-le ainsi. D'accord. Et maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de la question. Plus précisément, votre domaine, donc l'influence et les compétences. Bien que nous n'ayons pas de bureau d'études à proprement parler pour le moment, il est de notre responsabilité, d'une part, de le créer de manière progressive et d'autre part, de diriger les spécialistes qui sont actuellement présents en mettant de côté, en effet, le concepteur en chef du dirigeable Nova 2, c'est-à-dire notamment Zubkevich Vladimir. Il est responsable de l'aspect technique, de l'apparence, ainsi que, disons, de l'appareil et de la fonctionnalité. De manière générale, il le propose. Il est responsable de s'assurer que l'appareil, en général, réalise certaines propriétés et corresponde. Si nous avions un cahier des charges, il est responsable de faire en sorte que l'appareil réponde à ce cahier des charges. Nous avons élaboré un type de cahier des charges en interne dans l'entreprise et c'est dans cette direction que nous avançons. C'est sa compétence. Ma compétence est de m'assurer que cela soit finalement réalisé précisément. C'est-à-dire que je confie le travail aux spécialistes, aux concepteurs, aux calculateurs et j'accepte ce travail. Pas n'importe lequel, pas tout. Avec Vadim Zubkevich, nous avons partagé les domaines d'influence, donc c'est organisé ainsi. Il y a le technique, il donne des tâches à d'autres personnes, mais les personnes sont officiellement, fonctionnellement subordonnées. Disons, une sorte de pyramide se construit où au sommet se trouve Konstantinov en tant que dirigeant et en dessous, je me trouve, et comme une autre branche, c'est le technique, il donne la tâche de calculer quelque chose, de concevoir, de produire des dessins pour quelque chose et, en principe, potentiellement lui et moi, nous les vérifions. Par exemple, en général, donc, il est responsable de la technique et moi de la partie organisationnelle. Et les autres, nos concepteurs, sont plus comme des exécutants. Oui. Et ils viennent vous voir et disent que ce que vous avez dessiné pour nous n'existe pas dans la nature. Nous ne trouverons pas ces matériaux, c'est impossible à réaliser parce que c'est comme ça. Nous vous proposons ces options, c'est-à-dire que c'est ainsi que se passe cette communication. Pourquoi forcément comme ça? Eh bien, ça peut être comme ça, oui, mais ce qui se passe généralement, c'est qu'on leur donne du travail, ils l'exécutent, viennent et rapportent. C'est l'option idéale pour un chef. Quand vous avez donné une instruction, le subordonné a saisi la tâche à mi-mot et sans poser de questions, il est parti et a rapporté la tâche accomplie, de préférence demain, ou mieux encore hier. C'est idéal, mais cela n'arrive jamais. Je peux énumérer, j'ai ici de quoi en fait. Eh bien, c'est quelque chose comme ce qui est prévu. Nous voyons de quoi doit être composé le bureau d'études pour qu'il soit compris. C'est, eh bien, premièrement, le département des vues générales ou le département de projet. Il doit élaborer l'apparence technique de manière détaillée et complète, publier les vues les plus générales et des schémas. Exemple Kmel, oui, il est employé de ce département. C'est-à-dire, c'est une personne qui, disons, est très bien informée sur toutes les questions, mais il n'est pas du tout nécessaire qu'il connaisse des détails en aérodynamique ou autres. Il doit, en tant qu'analyste, rassembler tout de manière exhaustive et proposer sa propre vision, le concepteur principal, selon la tâche du concepteur principal ou d'une partie spécifique, par exemple la nacelle, le fuselage, etc., l'empennage. Et ce sont ces spécialistes. Voici notre département de conception. Nous avons déjà plusieurs spécialistes là-bas, mais comme nous sommes peu nombreux, nous fusionnons légèrement les départements. J'ai élargi ici. Nous avons également des spécialistes de l'enveloppe conçue, qui font maintenant partie de ce département. Ensuite, le département suivant est le département de calcul théorique. Il peut ensuite se diviser. Dans les entreprises aéronautiques,
Cela représente beaucoup de personnes. Ce sont des personnes qui se spécialisent chez nous, s'occupent des calculs d'aérostatique, des éléments du système air-gaz. Nous en avons un tel. Calcul de la masse, caractéristiques techniques, caractéristiques aérodynamiques, dynamique de vol. Aujourd'hui, y a-t-il un employé? Qui quoi? Nous avons plusieurs employés, pas un seul. Dans ce département, précisément. Oui, bien sûr, nous avons des spécialistes en dynamique de vol, en charge, en résistance, en calcul thermique. C'est-à-dire que c'est tout un complexe. Nous avons... Eh bien, tout d'abord, je suis moi-même un spécialiste, disons, de la partie calcul, oui. Nous avons des personnes qui s'occupent de l'aérostatique et d'autres des calculs des systèmes air-gaz. On a aussi des spécialistes en masse, en aérodynamique, en dynamique, en charge et en résistance. En gros, nous avons tout, mais en fait, ils sont vraiment très peu nombreux. C'est-à-dire qu'une personne s'occupe de 3 ou 4 types de tâches. Donc, lorsque l'entreprise fonctionnera de manière plus globale, ces forces ne suffiront pas, et des personnes plus spécialisées seront recrutées pour qu'une seule personne ne doive pas gérer des tâches aussi variées. Il peut certainement être le chef d'un département, et il aura déjà des subordonnés qui examineront les choses de manière plus détaillée, parce que lorsque la fabrication de la conception commencera, il faudra plus de spécialistes en résistance, car presque chaque pièce doit être calculée pour sa résistance. Nous devons assurer la fiabilité. C'est un appareil volant. Donc, il faudra plus de personnes. Le suivant est le département de la conception des coques. Ils sont responsables du développement, en fait, des grandes parties. Ce sont les coques, les nacelles, divers cadres, l'empennage du dirigeable, le renforcement du nez. Il y a de tels éléments, c'est-à-dire le développement de divers éléments structurels. Nous avons aussi quelques personnes qui s'occupent de cela, mais pour le dirigeable Nova 2, nous prévoyons de confier la majeure partie du travail aux spécialistes de OSK Besme, disons-le ainsi. Nous avons longtemps collaboré avec eux pour le centre d'aérostation Avgur. Nous savons qu'ils sont des spécialistes de haut niveau et nous espérons qu'ils ne nous décevront pas. En fait, avec qui que je parle de Aeronov, tous sont d'une manière ou d'une autre liés à SMAI. Soit ils défendent leur thèse, soit en principe ils enseignent à MAI. Fedor Konstantinov, en me faisant visiter, a montré qu'il y a une sorte de partie laboratoire dans le bureau, et des étudiants de MEI y seront invités. En bref, il y a une collaboration très étroite avec MAI. C'est correct. Je veux dire, nous n'avons pas seulement une collaboration étroite avec MAI, nous avons aussi une collaboration étroite avec Bauman, comme on l'appelle maintenant, l'Université d'État technique de Moscou, MGTU. J'ai terminé l'école supérieure technique, qui s'appelait du nom de Bauman à l'époque, une institution prestigieuse et renommée dans le monde entier. Ce sont probablement les meilleures universités de notre pays, disons, en ce qui concerne le domaine très spécialisé de l'aérospatiale. C'est pourquoi, bien sûr, nous sommes particulièrement intéressés à attirer des étudiants de là-bas. Il faut certainement les former. Ainsi, chez Avgur, lorsque j'ai commencé à créer le bureau d'études, nous avons également invité environ 5-6 étudiants de 4e, 5e année. Ensuite, ils ont soutenu leur diplôme et sont restés avec nous. Ce sont des personnes, nous y sommes depuis plus de 40 ans. Certains collaborent encore avec nous, mais d'autres ont déjà occupé des postes de premier plan dans l'industrie aéronautique. Et il est déjà difficile de les faire revenir, pour ainsi dire. Donc, il faut certainement essayer de commencer à nouveau avec les étudiants. Génial. Cela me semble un peu, oui, comme un retour aux années soviétiques. Quand tu étudiais, tu savais déjà, même pendant tes études, où tu allais travailler. Tu ne sortais pas de l'institut avec un visage effrayé, te demandant ce que tu allais faire ensuite, à qui tu étais utile. Je pense que c'est très bien pour les étudiants. Et vous savez, le plus intéressant, c'est que dans les universités techniques, si vous allez maintenant et demander à un professeur, par exemple à la MEI, « Avez-vous des étudiants compétents ?» Il dira « Oui, mais ils sont tous pris. »
À partir de la 4e année, ils sont tous déjà placés quelque part, c'est-à-dire que ceux qui le veulent, les compétents, et ceux qui veulent lier leur avenir, enfin, leur activité professionnelle précisément avec l'aviation, ils sont presque tous déjà placés. Oh, c'est intéressant. Comment cela se passe-t-il? Qui est au courant des succès? À quel stade leur propose-t-on quelque chose en général? Les enseignants. Il y a des enseignants qui donnent des cours et qui travaillent quelque part. Ou bien, comme je le fais, on s'adresse aux enseignants s'ils ont des contacts. D'autres le font aussi et posent des questions. Ou bien les gens passent par des stages et là-bas, on les invite. Donc, en principe, ils disent que, eh bien, ce n'est pas comme ça. Il faut commencer dès la 1e ou la 2e année maintenant, au maximum à partir de la 3e, et après, ou bien débaucher, eh bien, c'est aussi possible, mais... Voilà comment ça se passe. Oui, donc, disons, à la fois à May, à Bowman et dans les principales universités, les gens travaillent déjà tous, les étudiants. Et en plus, c'est une telle profession que si tu as déjà commencé, tu seras toujours occupé et recherché. Eh bien, probablement, oui, il y a eu une période où les concepteurs n'étaient pas demandés, mais maintenant ils ont recommencé. Eh bien, depuis environ 10 à 5 ans, ils sont devenus rares, et les gens sont recherchés, et des salaires décents sont payés. Donc, À noter pour nos jeunes spectateurs. oui, tout n'est pas si mal ici. Si on continue, eh bien, je vais passer rapidement. C'est le département des équipements de bord. C'est tout l'équipement qui se trouve à bord. Le département des systèmes de contrôle développe, le département des systèmes d'alimentation électrique et l'équipement au sol, car les dirigeables ont un équipement au sol spécial. Cela peut être des mâts, ce sont d'autres dispositifs, finalement même un hangar, si nécessaire. Donc, c'est la composition. Et il y a aussi un département, très important d'ailleurs, de documentation technique et de certification, car tout produit, absolument tout, doit être accompagné d'un manuel d'utilisation, comme un dirigeable ainsi qu'un appareil volant. C'est un manuel détaillé d'exploitation en vol, s'il est piraté, pour l'exploitation. Le règlement de travail, comment travailler avec. Et c'est très important. Comment l'écrire pour compréhension et entretien. Mais dans notre sujet en particulier, il est très difficile de comprendre actuellement qui contrôle tout cela. Quel organisme devrait en fait nous fixer les règles du jeu? Parfois, vous les appelez les autorités aéronautiques du pays. Et qui va s'en occuper en général? Rosaviatia. Il y a un organisme d'État appelé Rosaviatia. Avant, c'était le MAC, le Comité interétatique de l'aviation. Maintenant, Rosaviatia s'occupe de tout. Tout cela est en général bien défini. Il y a des lois, des certificats correspondants en place. Les gens très souvent posent la question de savoir comment exactement les itinéraires des dirigeables seront coordonnés, des aspects comme ceci, et précisément... Vous comprenez, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est tout à fait. Les dirigeables sont considérés comme des aéronefs. Il existe une loi, précisément une loi sur l'espace aérien et son utilisation, que l'on peut consulter et lire. Donc il n'y aura pas de différence. Que tu sois un hélicoptère ou un avion, tu dois respecter la loi. Oui. Eh bien, en fait, tu dois aussi passer par la certification. Comprenez-vous exactement ce qu'est la certification? C'est l'obtention d'un document attestant que tu es sûr. Sûr pour les autres et sûr pour ceux qui sont à bord. Il y a différents niveaux de sécurité. Il y a une certification unique où tu n'as pas le droit de transporter des passagers contre rémunération, seulement d'effectuer des travaux aériens. Eh bien, ici, les exigences sont plus simples. On considère que si une personne est au travail, elle comprend, disons, à quoi elle s'engage, et c'est plus simple. Mais si tu vends des billets et transportes des passagers, c'est une toute autre affaire. Et là, il faut obtenir un certificat de type standard, qui est plus strict. Cela existe en Fédération de Russie. Il a été adopté, j'ai également participé à cela en 1996. Un tel ensemble de lois a été adopté. Il est très similaire à l'américain, et le même en Europe.
et je pense en Chine aussi, parce que tout le monde essaie de les rendre proches les uns des autres. Et tout le monde s'y conforme et donne la permission d'utiliser le leur, eh bien, parce que c'est plus facile à vendre. Si, par exemple, dans un pays, il y a une exigence pour l'appareil d'alimentation et dans un autre pays une autre, alors il se trouve que tu dois, avant de le vendre, passer une validation. Oui, il y a un mot pour ça, s'adapter aux exigences des autres. Eh bien oui, prouver qu'il est conforme aux autres. Et s'ils sont similaires, la validation passe quand même, mais elle est déjà plus tranquille, ne nécessite pas autant d'argent et de temps. C'est pourquoi nous avons des normes, mais ce sont des normes qui sont adoptées chez nous pour les dirigeables. Pour le Nova 2, cela convient avec un nombre de sièges passagers ne dépassant pas environ 9 en tout maximum. Pas plus de 9 passagers peuvent être pris, sans compter les pilotes. Sans compter. Donc, c'est ce qu'on appelle en général la catégorie dite normale. En principe, les Européens, les Allemands en particulier, les Néerlandais ont développé des normes pour jusqu'à 19 passagers. Ce sont les soi-disant lignes aériennes locales, community en anglais. Et il y avait les soi-disant dirigeables de transport. Les normes pour les dirigeables de transport sont celles où il n'y a plus de restrictions avec des exigences plus strictes. C'est un ensemble de règles, certainement. Eh bien, je ne sais pas, peut-être un millier de nombreuses et différentes exigences que l'appareil doit satisfaire. En principe, nous parlons de notre tout premier aéronef dirigeable que nous prévoyons de faire voler en 2025-2026. En fait, nous n'avons pas l'intention d'y transporter des passagers en toute sécurité. Eh bien, comment dire, nous prévoyons de le faire voler, mais pas de manière certifiée, bien sûr. Nous prévoyons de faire voler l'appareil à l'intérieur de Aeronova, piloté par un pilote. Voilà pour cette période. Et c'est tout. Ensuite, comme nous disons que cet appareil est avant tout un démonstrateur de technologie, nous voulons y tester les technologies d'atterrissage ainsi que les systèmes de contrôle, le système de contrôle automatique et les technologies d'atterrissage et autres technologies afin qu'il y ait moins de personnes, voire pas du tout, au sol. Également, eh bien, cela semble évidemment peu probable, mais il y aurait moins de personnel d'exploitation au sol. Eh bien, c'est une question d'argent, c'est l'économie. Plus vous avez de personnel de maintenance, plus cela coûte cher. Et en général, en fait, pourrait-il y avoir un personnel polyvalent à cet égard qui est pilote aujourd'hui et au sol demain ? Ce sont tous des personnes différentes. Ce sont des personnes différentes. Eh bien, l'équipe au sol est au sol. Un pilote ne peut pas sauter hors de la cabine, courir faire quelque chose, puis revenir. Non, les pilotes sont à part. Il y a techniciens, contrôleurs, combien de personnes au total ? Être dans l'effectif? Non, les contrôleurs sont à part. Ce n'est pas notre personnel. Non, ce n'est pas notre personnel. Nos employés sont ceux qui sont à bord, ce sont les pilotes. Et ceux qui s'occupent spécifiquement de l'accueil aident les passagers à sortir, raccordent à quelque chose, peut-être amènent dans le hangar, et l'approvisionnement, ce que vous dites, l'approvisionnement du vol, c'est comme maintenant, on peut soumettre une demande à l'ATC, mais pas pour la gestion des affaires intérieures, plutôt pour le contrôle du trafic aérien. Oui, et ils vous donneront l'autorisation. Vous avez un itinéraire, ou vous avez un itinéraire permanent, comme un avion qui vole par exemple de Moscou à Saint-Pétersbourg, il a un horaire fixe, une autorisation permanente. Ils sont tous tracés. Si quelqu'un vole vers un autre endroit, il soumet une demande d'autorisation de vol. On peut lui refuser, mais pour certaines raisons, par exemple dans certaines situations, comme une zone fermée par les militaires ou bien autre chose. En effet, parfois cela peut être nécessaire. Mais généralement, ils autorisent. Mais pour cela, l'appareil doit avoir des numéros de bord. Il doit être enregistré comme une voiture. Il a des plaques. Sans plaques, il peut seulement aller jusqu'à la police de la route ou ailleurs, mais il ne peut pas circuler constamment en ville. De même,
Tout appareil volant doit avoir des numéros de bord, ainsi que les documents correspondants, appelons cela un certificat technique, qui lui permettent d'être dans les airs, prouvant qu'il est sûr. Et pour obtenir ce document, il faut passer par la certification de différents, comme je le dis, types. Et lorsque toutes ces procédures sont suivies, nous appelons l'aviation civile, qui n'est pas celle des affaires intérieures. Et nous disons, nous voulons voler à Moscou. Je ne sais pas où vous voulez aller, mais il y a une certaine procédure. Et ils disent, demande acceptée, puis votre itinéraire vous est renvoyé. Vous pouvez voler strictement selon celui-ci à certains jours et à certaines heures. Beaucoup d'étapes. Mais non, cela se fait de manière et selon une procédure de notification, et en principe, ce n'est pas un problème si tout est en ordre pour vous, si vous avez l'appareil, si vous représentez une organisation qui peut voler, car il faut être une entreprise ayant le droit de posséder des dirigeables, et le dirigeable lui-même est dans un état technique confirmé et sécurisé. Oui, il a un document attestant de sa navigabilité, disons, normale et validée par les autorités compétentes. Alors, dans ce cas, s'il vous plaît, c'est possible. L'essentiel, tout d'abord, c'est d'avoir un appareil, et ensuite que cet appareil réponde aux exigences énoncées dans ce que j'appelle les normes de navigabilité, qui sont bien connues, et il faut les connaître, les étudier et construire l'appareil en respectant ces exigences. Je peux donner un exemple simple pour que ce soit clair. Par exemple, il y a une exigence selon laquelle il doit y avoir une cloison ignifuge entre le compartiment moteur et la cabine passager. Vous pouvez en quelque sorte confirmer qu'elle est présente, mais vous devez la montrer physiquement à l'inspecteur. Vous devez soit montrer des plans prouvant qu'elle est là, mais comment prouver qu'elle est ignifuge? Que faut-il pour cela? Ou vous la fabriquez, par exemple, en aluminium, mais d'une certaine épaisseur, je ne me souviens pas de l'épaisseur exacte, ou en acier d'une certaine épaisseur également, mais plus fine. Par exemple, l'acier, disons, d'1 millimètre d'épaisseur. Mais je précise tout de suite que ce n'est pas le cas, et pour les alliages d'aluminium comme le duralumine, par exemple, c'est 1,5 millimètre ou 2, et cela suffit, c'est-à-dire, si vous avez au moins cette épaisseur, cela suffit. Ou vous l'intégrez simplement dans la conception et n'y pensez plus, car d'autres y ont déjà réfléchi pour vous et ont dit que cela convient. Les tests sont passés. Ou alors vous ne savez rien, vous faites comme vous pouvez, et ensuite on vous dit « test, attends cela, prouve ceci », et ainsi de suite. Au final, d'une part, cela coûtera beaucoup plus cher, et d'autre part, il n'est pas certain que cela résistera si vous ne l'avez pas vérifié. Donc maintenant, probablement, je vais même vous poser une nouvelle question ici, n'est-ce pas? Les dirigeables de nouvelle génération ne supposent pas d'expérience directe ou d'idées novatrices. Et si nous faisions un dirigeable en forme de pilule en, je ne sais pas, or, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déviation radicale des normes qui fonctionnent, cependant, ou quelque chose comme ça? Maintenant, ils diront « non, nous allons expérimenter ». Non, nous allons expérimenter et en principe, les normes incluent la possibilité d'expérimentation. Cela ne signifie pas qu'il faut avancer Radicalement contre? Non, pas du tout. Et ce n'est pas un pas à gauche, un pas à droite, exécution. Non, ce n'est pas le cas. Allez-y, c'est possible. Mais il faut simplement choisir et comprendre pourquoi le faire. Et si cela vaut la peine d'y consacrer des efforts et des ressources, et surtout il y a aussi la viabilité économique. Bien, nous avons directement abordé cette question. Parlez-nous d'un dirigeable potentiellement réussi commercialement, et pas seulement commercialement, selon vous, en détail, et un peu plus. Il faut avancer progressivement vers un tel dirigeable. Il y a eu des expériences avec la société allemande Cargolifter, et maintenant, pour être honnête,
il y a une entreprise qui s'occupe de Flying Whales. C'est quelque chose comme baleine volante. Oui, une entreprise française qui a immédiatement déclaré qu'ils allaient fabriquer de grands dirigeables qui seront de grands dirigeables de transport. On peut certainement s'engager dans une grande entreprise, mais personnellement, il me semble, surtout pour notre groupe, pour Solar Group et particulièrement pour Aeronova, qu'il est très important que nous démontrions constamment nos progrès, que nous avancions, que nous ne nous enfermions pas sur nous-mêmes et que nous ne restions pas 10 ans sans rien produire. Et alors, certainement, les gens perdront confiance. C'est selon le principe, oui, de la mésange et de la grue, c'est-à-dire faisons de petits pas et nous allons toujours les démontrer et, comment dire, les tester. Nous aurons quelque chose de concret. Nous ne resterons pas silencieux pour lancer un grand dirigeable. Nous commencerons par de petits pas, mais tout fonctionnera activement chez nous. C'est tout d'abord. Deuxièmement, les gens acquerront de l'expérience, apprendront comment faire et plus encore. Et, eh bien, la coopération se créera, ce qui est aussi très important parce que vous comprenez bien que, par exemple, un dirigeable qui transporte 100 passagers, c'est presque la même chose qu'un avion qui transporte également 100 passagers, n'est-ce pas? Le niveau est à peu près le même, et les compagnies aériennes qui créent de tels appareils sont énormes. Elles n'ont pas émergé hier, et donc il faut aussi progresser de cette manière, car en essayant de tout rassembler d'un coup, alors que les gens ne sont pas des spécialistes, quelqu'un peut être un excellent ingénieur, mais ne pas comprendre l'aéronautique, il lui faudra un certain temps pour apprendre cela. C'est pourquoi il faut avancer par étapes, selon moi. Eh bien sûr, si tu restes silencieux pendant 10 ans sans rien montrer, tous les investisseurs te fuiront, car tu ne produis aucun résultat. Le premier est construit avec un pilote, sans rien d'autre par exemple. Ensuite, il progressera. Nous prévoyons de nous développer dans 2 directions. La première est la version passager. Nous voulons qu'il soit à 6 places. Et en plus de cela, nous prévoyons de l'utiliser comme base pour un drone de transport de marchandises. Nous voulons également qu'il soit très important, mais encore une fois, bien sûr, c'est environ 500 kg sur 500 km. Comme on dit, oui, une portée de 500 km, 500 kg de charge, c'est notre objectif. Mais ce n'est pas... Il peut être commercialement réussi, on peut en tirer profit, mais encore une fois, ce sont tous des démonstrateurs de technologie. Celle-ci, celle pour les passagers et pour le transport de marchandises. Nous viserons toujours des volumes et des échelles plus importants. Et donc, la prochaine étape, que nous pensons être bonne pour nous, est d'environ 8000 mètres cubes de volume, ce qui est crucial pour notre projet. C'est déjà un appareil assez grand et il représente une avancée significative par rapport à nos précédents modèles. Les objectifs visés. C'est un dirigeable d'excursion. Par exemple, ils y passent environ 2-3 heures. Quelque part, on y embarque de nouveaux passagers. Donc, c'est comme ça. Nous voulons y tester une installation de propulsion combinée, dite hybride, c'est-à-dire passer complètement à l'électricité, disons, pour que ce soit silencieux, peu polluant, écologiquement propre. D'où tirer l'énergie? Eh bien, probablement d'un moteur à combustion interne, bien que nous ayons de nouvelles avancées, certaines intéressantes, pour cette installation. C'est-à-dire, nous voulons, eh bien, il y a beaucoup de parcs où il est interdit de voler, disons, de polluer l'air. Et cela, en fait, c'est la tendance actuelle, passer à la propulsion électrique. C'est la prochaine étape. Eh bien, le prochain appareil est un appareil de transport, qui peut être un dirigeable de croisière, d'un volume d'environ 30 000 mètres cubes. Cela permet de transporter environ 10 tonnes de marchandises, mais c'est pour tester un schéma rigide. Environ, et ce n'est pas l'objectif. Arrivons à l'objectif. Voilà maintenant la prochaine étape. Notre objectif,
Nous voulons transporter une charge d'une capacité de 60 tonnes. C'est l'objectif. Pourquoi 60 tonnes? Je vais expliquer. Parce que tous les transports de marchandises, tant dans notre pays qu'à l'échelle mondiale, toutes les cargaisons, en général, sont divisées par 60 tonnes, environ 60 tonnes. Cela représente la capacité de charge d'un wagon. C'est précisément pour cette raison que tous les ponts, tous les tunnels, tous les types de chemins de fer et l'infrastructure, ce sont les routes, c'est-à-dire que si tu transportes 60 tonnes, tu transportes pratiquement tout et tu peux remplacer n'importe quoi, n'importe quel transport, mais nous ne voulons pas remplacer n'importe quel transport et en principe, nous n'avons pas l'intention de le faire. Nous voulons que les autres moyens de transport livrent quelque part et que nous livrions là où ce n'est plus possible, là où l'hélicoptère ne peut pas atteindre. L'hélicoptère prend au maximum 20 tonnes. L'avion, eh bien pour un si grand avion, c'est un grand avion, il faut une infrastructure pour le Nord, en Extrême-Orient, où il est impossible de la construire, économiquement non viable, c'est-à-dire que nous pouvons effectivement devenir. Le dirigeable sera très réussi s'il fait partie de l'infrastructure, vous comprenez, pas seulement pour livrer quelque chose, mais comme une route, comme une voie ferrée, comme une route, ainsi que la voie aérienne, le dirigeable. Et alors, il en faudra des centaines, peut-être même des milliers. Et à ce moment-là, c'est vraiment un secteur, et alors aucune catastrophe ne fera peur à l'entreprise. Oui, probablement, et à aucune entreprise. Nous avons donc obtenu un nouvel avis. Car tous ceux qui étaient auparavant mes invités sur le podcast disaient probablement tous qu'ils voyaient l'avenir de l'entreprise Aeronova, précisément dans le domaine des excursions de ce type, à vocation ludique, quelques-uns. C'est-à-dire que les gens dépenseront de l'argent pour voir à quel point il peut être passionnant de faire un tour en dirigeable, d'admirer certains paysages. Nous avons maintenant un nouvel avis, selon lequel il est beaucoup plus attractif du point de vue commercial de transporter de grandes charges vers des endroits inaccessibles et certainement fascinants. Inaccessibles ou dans des endroits où il est particulièrement difficile, par exemple de livrer des colis ou des marchandises. Ou bien elles peuvent être extrêmement volumineuses, oui, et nécessitent des moyens de transport spéciaux. Il y a beaucoup de situations où cela s'applique. Des charges indivisibles, si je comprends bien. Oui, mais parfois on dit mettons 200 tonnes d'un coup. Il y a des charges indivisibles, mais ce sont des réacteurs, des turbines, qui sont très difficiles à fabriquer et à régler. Il s'avère qu'en réalité, on peut la diviser, livrer cette charge, mais il faut alors créer une usine entière ou au moins un atelier à l'endroit où elle est déchargée pour l'assembler complètement et la régler. Et bien sûr, tout le monde dit « il y a ça chez le fabricant, livrez-le ». Mais vous savez, peut-être qu'on y arrivera, mais c'est un objectif très lointain. Et le plus important, c'est que pour la livraison de telles charges, le prix n'a vraiment plus d'importance, car elles sont elles-mêmes si chères, et leur coût est absolument tel qu'ils sont prêts à payer presque n'importe quel prix. Bien sûr, dans des limites raisonnables, mais la question est autre. Il y a très peu de ces charges dans le monde, et combien de ces appareils sont nécessaires là-bas? Eh bien, 5, 6, je pense. Et ce secteur, oui, il est certainement très important, mais eh bien ce domaine, mais vraiment, il est tout de même. Disons que si un tel dirigeable apparaissait demain, il serait bien sûr un succès, il trouverait des fonds pour son exploitation, pour son entretien, et il rapporterait un très grand profit, même en volant peu, quand c'est nécessaire. Mais la construction d'un tel appareil, d'abord, cela coûte énormément d'argent, et ensuite, quand le retour sur investissement de sa construction se fera-t-il, eh bien je pense que c'est peu probable. Mais ce dont je parle, 60 tonnes, c'est en quelque sorte, c'est un transport de masse. Vous transportez pratiquement 99% des marchandises qui existent, vous fournissez, et alors c'est déjà tout autre chose. Eh bien,
une autre qualité. Et le tourisme, eh bien, le tourisme, oui, il peut être rentable et il le sera. Mais il dépend beaucoup de l'endroit où cela se passe. Mais ils n'ont pas un développement aussi rapide précisément dans le secteur touristique, probablement parce qu'ils sont très demandés. Ils sont également très demandés en Allemagne. Cependant, en réalité, 2 vols, 2 dirigeables, et c'est tout. Quelque part ailleurs, en Chine, ils ont construit maintenant, on dit qu'ils ont aussi un modèle 9 places dans ce cadre-là, et ils ont obtenu un certificat, ils l'ont certifié. Ils ont déjà, semble-t-il, plus de 100 précommandes pour cet appareil. Eh bien, je ne sais pas, nous verrons pourquoi faire. La Chine est un pays immense, avec beaucoup de gens. Eh bien, en gros, il faudra transporter des marchandises tant que la planète existera. Mais pour une excursion, une personne ira une fois, et c'est tout, elle n'en aura plus besoin, cela ne l'intéressera plus. Elle regardera depuis le dirigeable, vu d'en haut, flottera, et en gros, le besoin sera comblé. Le rêve est réalisé. Mais il faudra toujours transporter des marchandises. Et on ne peut pas y échapper. Et le plus important, c'est, eh bien, quel type de cargaison. Oui, c'est important ici. Probablement, même un camion de 10 tonnes trouvera certainement sa niche d'application. Et peut-être que le dirigeable, étant donné qu'il est lui-même grand, peut également transporter des charges hors gabarit qui ne peuvent être placées dans rien d'autre. Et est-ce que, ou peut-être que je rêve complètement, est-ce qu'une seule entreprise, par exemple, Aeronova, peut créer à la fois des petits dirigeables, des dirigeables d'excursion, des dirigeables de 10 tonnes, 60 tonnes, ou est-ce que je rêve déjà 100 ans en avance? Non, pourquoi pas. Elle peut et elle devrait. Bien sûr, c'est réellement certain, et nous y travaillons. Mais nous disons que nous allons vers le grand, à travers le petit. Mais nous ne devons pas oublier les petites choses. Non, il continuera à fonctionner et travailler pour nous. Cela rapporte de l'argent et nous allons avancer. Il ne sert à rien d'abandonner, d'oublier ce que vous avez déjà fait. Vous avez investi de l'argent, vous avez trouvé une mine d'or, puis vous êtes parti. Laissez quelqu'un d'autre venir. Bon, oui, je sais, le personnel c'est quand même un peu limité. Oui, nous avons lancé un petit dirigeable, nous avons compris comment tout cela fonctionne, nous sommes passés à l'étape suivante, nous avons vendu ce dirigeable à quelqu'un et nous avons continué. Ou bien est-ce que les ressources qui vont apparaître avec l'expansion seront suffisantes pour maintenir ce qui a déjà été réalisé, travailler sur du nouveau, lancer du nouveau? Vous savez, je pense que, d'une part, ça devrait suffire, et d'autre part, il y a des concepteurs et des calculateurs qui travaillent sur les nouveaux projets. En fait, et les calculateurs, bien sûr, ce sont certainement les concepteurs et les développeurs, disons, de nouvelles technologies. Ils passent moins de temps sur ce qui a déjà été fait. Donc, mais en même temps, quand on développe du nouveau, la production sera, eh bien, elle n'est pas occupée, elle peut continuer à produire ce qui a déjà été développé, en fin de compte, c'est développé. Il y a aussi différents types d'essayeurs. Il y a ceux de l'usine qui vont tester. Donc, cela passe déjà à, disons, la production en série, et c'est vrai, cela devrait certainement rapporter de l'argent et fournir de nouveaux développements. En gros, eh bien, regardez, c'est comme ça que tout le monde vit. Oui, c'est la croissance et le mouvement qui seront intéressants. C'est ce qu'il faut, oui, et cela doit rapporter des bénéfices à l'entreprise. Donc, il est essentiel de ne pas seulement essayer de le faire le plus tôt possible, mais de passer à une production en série. C'est la série qui rapporte de l'argent, pas le développement. Le développement, c'est principalement des dépenses, et pour le premier appareil, mais ensuite, quand tu commences à dupliquer, tu as déjà dépensé tout, et cela peut certainement être vendu à d'autres. Cela ne signifie absolument pas qu'Aeronova doit tout exploiter. Des entreprises de transport vont se créer, et sans aucun doute de manière significative, dans notre pays et partout ailleurs, bien sûr. Oui, là, des concepteurs peuvent être nécessaires pour que, par exemple, un navire, il est rare qu'il soit identique à un autre. Mais il y a une série. La base est toujours la même. Et nous, on nous demande quelque chose.
un dessus rouge, un dessous bleu. Pas de problème ou l'inverse? Eh bien, il y a aussi ça, mais ce sont des nuances mineures, oui? Bien, nous avons rêvé ensemble, mais j'espère et je suis convaincue et je crois, comme je le dis toujours à la fin de chaque épisode du podcast, je souhaite que l'équipe parvienne à réaliser tout ce qu'elle a soigneusement prévu, que tout lui soit extrêmement favorable. Et un grand merci d'avoir été si vraiment franc avec moi aujourd'hui, de ne pas avoir eu peur d'exprimer sincèrement un point de vue vraiment alternatif. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires sous cet épisode car auparavant, nous avons toujours soutenu les dirigeables touristiques. Aujourd'hui, nous avons ouvert une nouvelle direction pour le développement de l'entreprise Aeronova. Merci pour cette opportunité. Bonne année à vous et à nos chers auditeurs. J'ai des souhaits simples pour les gens, que les gens soient en bonne santé, heureux et qu'ils aient beaucoup de chance. Et nous construirons des dirigeables. En gros, vous vous souciez de votre bonheur et nous construirons des dirigeables. Merci à tous d'avoir regardé et merci d'être venus nous rendre visite. À bientôt.